dans deux perspectives qui sont différentes. Donc d'un côté le journalisme scientifique, donc la transmission de savoir scientifique. J'en ai apporté quelques-uns. Ah super. Mais j'ai pas apporté la recherche parce que ça faisait trop lourd. Donc on aura des magazines Sciences et Avenir à lire ces jours prochains. Et William Duval qui, de son côté, a travaillé à la fois dans les prisons, dans les EHPAD, avec les personnes de manière générale vulnérables et auprès des personnes vulnérables, dans une logique journalistique. Donc deux approches différentes, encore une fois, qui vont nous éclairer sur ce sujet ce grand sujet de la médiation journalistique. Donc, Madame Lebu, je vous laisse la parole. Bon. D'abord, merci à vous de m'avoir invité. Je suis un peu émue parce que la dernière fois que je suis entrée dans l'hôpital Saint-Louis, c'était à l'occasion du décès d'une consoeur très proche. Et d'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus parce que les derniers moments d'un proche et l'entourage des médecins, des infirmières, des spécialistes, dit beaucoup sur l'éthique. Et l'éthique de chacun, l'éthique d'une profession, puis l'éthique de chaque individu finalement. Et je vous remercie parce que table ronde numéro 4, je pense que vous en avez plein la tête et vous n'avez pas eu d'interruption, pas de café, donc j'espère que vous allez tenir. Écoutez, bien entendu, je préférerais répondre à vos questions parce que nous avons un métier finalement extrêmement pragmatique, mais je vais vous dire quand même un certain nombre d'éléments pour vous situer l'idée que je me fais de l'éthique. J'ai cru entendre que dans la table ronde précédente, il y avait un philosophe. Je n'ai pas fait des études de philosophie, j'ai fait des études de sciences, de physique des particules. Alors je me suis plus intéressée à la question de qu'est-ce que le réel versus la réalité versus mon observation que l'éthique en premier. Même si ça m'a très vite rattrapée, parce que comme vous le savez, les braves particules font partie du domaine plus large de ce que l'on a appelé au fil des années le nucléaire. Et la question du nucléaire, pas la recherche sur le nucléaire, mais la question du nucléaire, évidemment, interagit tellement fortement avec la société qu'à certains moments, je me suis retrouvée à écrire sur l'utilisation, l'usage du nucléaire. D'ailleurs, en vous quittant, je vais me mettre à écrire sur un film qui traite de la catastrophe de Fukushima. Et alors, je vais être partagée entre dire ce que je pense de ce film et dire ce que ce film dit lui-même. Et après, il faudra que j'exerce un peu mon sens critique, mais même vis-à-vis de moi-même, pour soit vous inciter à aller voir le film ou au contraire vous en dissuader. Ce qui m'a frappé au cours de mon évolution dans le milieu journalistique, c'est qu'effectivement, les premières fois où j'ai pris conscience, parce que j'ai été pendant 17 ans au journal Libération, les premières fois où j'ai pris conscience qu'il allait falloir écrire quelque chose sur l'éthique, ou en tout cas il allait falloir se poser des questions avec des gens qui y avaient certainement beaucoup plus réfléchi, c'était dans le domaine médical, ou le domaine biologique. Donc c'est toutes les années 80 et l'arrivée de la PMA, pour faire simple. Et donc les questions éthiques qui s'en suivaient. Manipuler l'ovule, manipuler le spermatozoïde, faire comment ça s'appelle déjà, ICSI, que si jamais le spermatozoïde il n'est pas tout à fait comme il faut, est-ce qu'on va bidouiller l'ovule de façon à ce que ça rentre mieux, pour faire simple. Mais vous voyez, c'était toujours une logique. Alors d'abord, on explique ce qu'on fait en biologie, puis ensuite on se pose la question éthique. Et ça peut vous faire penser à des remarques qui ont été formulées précédemment. Je fais un saut, puis après je reviendrai au milieu. Je fais un saut à maintenant.
Et le maintenant, dans les médias, mais pas seulement, ce qui est vraiment notre... C'est même plus une toile de fond, je dirais que c'est presque le rideau avant que la pièce s'ouvre, même si elle est déjà entamée, la pièce, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je ne vous en parle pas simplement parce que c'est à la mode, mais parce que quand on discute aujourd'hui, nous journalistes, avec les scientifiques, ou en tout cas ceux qui ont à faire avec ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence artificielle, que nous disent-ils? Ils nous disent, alors vous allez voir, ça aussi c'est un mot très à la mode, qu'il faut faire de la co-construction. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas juste faire des choses et puis après on va se poser la question éthique, mais dès le départ, au moment même où on élabore quelque chose, une certaine éthique doit être là, déjà. Autrement dit quoi? Après, on va aller voir les uns les autres pour savoir ce qu'ils entendent par là. Et ce que vous avez certainement entendu aussi, alors je suis désolée si je vous fais que vous dire des choses que vous savez déjà, mais c'est un peu pour les pointer, c'est que si vous avez des mauvaises bases de données ou des bases de données biaisées, ou bien si vous avez un système d'apprentissage, une machine qui apprend, et que vous lui racontez n'importe quoi, eh bien, à la sortie, vous avez soit du n'importe quoi, soit des choses infiniment désagréables, qu'on qualifiera très simplement, pour faire simple, effectivement, raciste, sexiste, puis toutes les autres choses que vous voulez rajouter qui sont infiniment désagréables. Et donc, on voit bien que dans l'activité actuelle, très prégnante, d'un grand nombre d'endroits très puissants, que sont Google, Facebook, Apple, Amazon, qui sont en train de développer des algorithmes à leur propre, pour leur propre gouverne, mais aussi en perpétuelle interaction avec le citoyen du monde, sauf peut-être la Chine, on pourra reparler de la Chine si vous voulez. La question éthique en Chine, je vais y revenir. Vous voyez bien que on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas eu des années et des années de réflexion dans d'autres domaines, et si, en tout cas, un certain nombre d'acteurs, scientifiques notamment, n'avaient pas obligatoirement à le penser, comme dirait notre président, en même temps. Donc ça me frappe. Mais je vous parle de journaliste, là, parce que moi, je ne suis plus scientifique, je suis journaliste, mais interagissant en permanence, surtout actuellement avec mes propres collègues, et de temps en temps, quand j'ai la chance, ou que je me donne cette chance, avec des scientifiques encore un peu, comme on dit, sur le terrain. En tout cas, je vais les voir, je vais les rencontrer. Donc, je vous ai parlé de jadis, je vous parle d'aujourd'hui. Alors, au milieu, qu'est-ce qui est apparu? Il y a des choses dans l'univers journalistique à caractère scientifique que vous pourriez trouver étonnantes. Par exemple, vous envoyez une capsule sur Mars, il ne faut pas la contaminer avec des bactéries. C'est une posture scientifique, très certainement, mais c'est aussi une posture éthique. Vous n'allez pas dévaster d'emblée un autre corps céleste. Ça peut être évidemment ce qui nous occupe encore et qui va occuper nos descendants pendant des décennies et qui est apparu là aussi dans les années 80 et puis maintenant c'est là tout le temps, c'est la question du climat. Et là, on a bien vu, alors en tant que journaliste, moi je me souviens du premier rapport du GIEC, je me souviens de mes premières interactions avec les scientifiques, dont Jean Jouzel, qui maintenant est connu, et à l'époque personne ne le connaissait, très prudent, très prudent. Alors c'était compliqué pour nous journalistes. Alors là, je vous dis notre question éthique à nous. Il fallait à un moment savoir de quel côté on penchait. Du côté de ceux qui disaient
d'accord, il y a un problème, mais... Et puis ceux qui vous disaient, là, on est en train de prendre un très mauvais chemin. Donc là, il y a les choses qui se mélangent. Vous entendez des scientifiques, tout un groupe de scientifiques extrêmement prudents, et vous avez à vous poser la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écris? Il se trouve qu'effectivement, j'ai participé en 89 à un des suppléments hors série de Libération qui s'appelait « La Terre perd la boule ». Rien que le titre, ça vous dit quand même vers où on allait. Encore que, on peut se demander pourquoi elle perdait la boule. Vous savez la controverse qui est remontée quand même en haut de l'Académie des sciences françaises entre l'influence du Soleil versus l'influence de l'homme. Et on a eu un ministre que vous connaissez bien qui a longtemps insisté sur le fait que quand même c'était plutôt parce qu'il y avait des problèmes avec le Soleil qu'avec l'homme. Donc là, nous étions, nous, en tant que journalistes, confrontés à un groupe. J'hésite toujours à utiliser le terme de communauté parce que justement, il y a toujours des gens à l'intérieur des scientifiques qui sont différents, qui s'expriment différemment, qui sont certains plus subtils, d'autres y vont carrément, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne sont pas liés aux mêmes intérêts, qui parfois ont franchement dérapé. Ça a été cité, ça a été cité. Je fais une parenthèse qui parlera à tout le monde. Vous savez que quand même certains scientifiques ont été et ont dupé les citoyens sur la question des cigarettes. Ça, quand même, faut pas, on ne peut plus être naïf à ce sujet. Bon, pour le climat, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui, si nous étions aux États-Unis, soutiendraient certainement à côté de moi l'idée que non, franchement, on peut encore faire des centrales au charbon. Donc, on a vu arriver cette question du comment ces scientifiques aussi doivent-ils s'exprimer, non seulement pour se faire comprendre, mais pour qu'on garde la confiance en eux. Et donc, ça leur a, et ça continue de leur poser un problème éthique. Jusqu'où peuvent-ils... Vous savez, le truc typique qui se passe avec les journalistes, c'est quand on vous dit, bon, là c'est off, c'est off. Alors, moi, je crois que je n'ai jamais brisé un off. Mais bon, des fois, vous savez, on dit qu'on ne va pas le répéter, et puis on se surprend à redire la même chose, parce qu'on le pense très fortement. À ce moment-là, il faut l'endosser. Mais effectivement, en triple off ou en double off, les gens vous disent plein de choses. Alors ensuite, là, vous êtes renvoyé à vous-même et à votre écriture et à ce que vous décidez de prendre comme ligne. Et si je vous dis que ça n'est jamais simple, sauf si vous êtes dans un organe d'opinion où, alors en tant que journaliste, en principe, vous êtes donc dans soit la télé, soit la radio, soit sur le web, mais si vous, par exemple, vous dérivez vers un lieu de communication, où vous faites une partie d'information quand même, c'est-à-dire qu'il faut quand même que vous sachiez à peu près quand même de quoi vous parlez, mais vous allez orienter votre discours. Allez, typiquement, je ne sais pas, vous êtes journaliste et puis vous passez au service de communication de Greenpeace ou du WWF. Aujourd'hui, le WWF, ils sortent un énorme rapport. Et là, au moment où je vous en parle, j'ai oublié sur quoi, mais c'est super important, ça doit être les microplastiques dans les océans. Donc, tout le monde a le corpus scientifique, lisez la recherche, lisez Sciences et Avenir, le corpus scientifique des microplastiques dans les océans, tout le monde, qui cherche un tout petit peu, on est quand même en France, il y a des livres, il y a des magazines, il y a des radios, on peut écouter, on peut avoir un certain nombre d'éléments, mais après, qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous orientez cette information-là ? Et en fait, finalement, dans des journaux comme les nôtres, un journal comme Sciences et Avenir en particulier, puisqu'il est écrit par des journalistes,
quel sentiment va se dégager? Je ne sais pas le dire autrement. Quel sentiment va se dégager d'un article? Favorable, défavorable, critique. Et ça nous demande à nous, entre nous, et à ce moment-là, c'est vrai que le collectif importe, de discuter pour faire des choix. À des moments, il y a des décisions à prendre. Ici, typiquement dans un hôpital, je peux vous parler des vaccins. Ah, les vaccins. C'est vrai que quand on sait que sur la liste, la France est, enfin en tout cas pour certains, on était les derniers de l'OCDE ou quelque chose dans ce genre-là, ou du G7, je ne sais plus. Vous ne m'en voudrez pas si j'ai plus l'information au carré. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, nous avons eu une réunion de prévision. Celui qui s'occupe de ces questions dit « Ah, bah quand même, on voit que depuis que c'est obligatoire, enfin les 11 obligatoires, le taux remonte. » C'est-à-dire quand même, les gens, ils ne veulent pas toujours enfreindre la loi, ça leur pose quand même des problèmes. Puis certains sont peut-être... Bon, allez, ils y vont. Mais vous vous rendez compte que quand on a appris un certain nombre d'études qui montraient cette défiance, la question qu'on pouvait se poser, c'est « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, quelle est l'éthique des médecins eux-mêmes? Parce que c'est quand même le médecin généraliste qu'on va voir en général en premier, surtout quand on a des petits-enfants ou un pédiatre. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent à leurs patients? Ça, vous avez eu des études là-dessus. Hein. Je ne sais plus si c'était il y a 4 ou 5 ans, mais il y a quand même eu des études scientifiques qui sont allées regarder cela et regarder cette parole. Donc là, on peut se poser la question de l'éthique du médecin généraliste, dont on apprend finalement qu'il y en a quand même tout un paquet qui sont absolument comme le reste de la population et qui disent écoutez, n'en prenez pas. Bon. Nous, en tant que journalistes, ça nous interroge et on peut poser à ce moment-là des questions aussi d'ordre politique. À interroger, interpeller, si on est un peu plus proactif et en colère, la puissance politique. Et puis ensuite, notre éthique journalistique, en tout cas c'est comme ça que je la comprends, et c'est une chose que j'ai demandé aux journalistes, il y en avait plusieurs qui traitent ces questions, c'est de s'inspirer, par exemple, de façons de faire, de façons de décrypter ce qui se passe, comme a pu le faire un Bruno Latour, qui s'est intéressé très spécifiquement aux controverses et a fait faire des petits dessins, d'ailleurs que nous avons reproduits il y a longtemps quand on l'avait interviewé, sur qui sont les acteurs d'une controverse et quel poids ont-ils. Vous savez, une pondération, hein, effectivement, selon que vous êtes président de la République, vous êtes président de l'Assemblée ou vous êtes le maire d'un petit village, tendanciellement, vous n'avez pas le même poids. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, des choses peuvent complètement s'inverser aujourd'hui. Et il faut sans arrêt y penser maintenant. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui sait très bien communiquer. Donc attention aux inversions de poids. En tout cas, Latour a regardé toutes ces controverses, par exemple sur les abeilles, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée, même si on se doute bien que mettre plein de produits chimiques dans les champs, ça doit faire quelque chose aux insectes. Faut pas. Bon, après, on attend des mesures, c'est sûr. Enfin bon. Donc, qui fait quoi? Quels sont les intérêts de qui? Et surtout, qui dialogue avec qui? Ça, vous imaginez, comme journaliste, ça m'importe. Savoir, par exemple, la ministre de la Santé, finalement, à qui s'adresse-t-elle? Alors, de temps en temps, elle s'adresse au grand public, si elle va à la télé. Mais le plus souvent, elle s'adresse à son cabinet. Et le cabinet, à qui s'adresse-t-il? Et c'était très intéressant sur les vaccins de voir comment certains, disons, pour faire simple, anti-vaccins, avaient un accès au très grand public bien plus grand parce qu'eux, ils avaient misé d'emblée sur les réseaux sociaux. Donc,
Donc, bon, ça, alors ça, moi je dirais que c'était à la fois regarder une question qui est bourrée d'éthique, et c'était à ma façon, à moi, de répondre journalistiquement de façon éthique, pour faire comprendre à mon lecteur et à ma lectrice, parce qu'il y a aussi des lectrices, figurez-vous, ce qui se passe, ou en tout cas essayer de lui faire comprendre au mieux. Alors, je ne veux pas empêcher mon voisin de parler, ça ne serait pas éthique. Je rappelle que nous avons une charte en tant que journaliste, nous avons une charte qui est de ne pas confondre notre travail avec le policier et le juriste. C'est très important de le rappeler souvent parce que si on est tout le temps dans un système accusatoire, et quand on est dans des journaux comme Sciences et Avenir ou comme La Recherche, le but, c'est de donner les éléments de réflexion pour que le lecteur, la lectrice, puisse, autant que faire se peut, juger en connaissance de cause. C'est d'autant plus vrai que quand nous commettons des erreurs, et parfois c'est sur un mot, notamment quand nous avions fait un dossier sur le climat il y a 13 ans, 14 ans, nous avions mis l'avis de Sciences et Avenir dans une colonne. On montrait les forces en présence, qui dit quoi, où, et on avait mis l'avis de Sciences et Avenir. Et on s'était trompé sur ce mot, en fait. Ce n'était pas du tout notre avis, c'était justement pour dire ça compte beaucoup, c'est des choses qui sont très regardées, ça compte un petit peu moins, ça reste important. Enfin, et les gens nous avaient renvoyé des lettres en disant qu'ils se fichaient de notre avis. Ils ne veulent pas savoir ce qu'on pense. Ils voulaient simplement qu'on leur dise où regarder pour qu'eux réfléchissent sur quoi penser. Là, vous pouvez vous dire que c'est du jésuitisme de très haut niveau. Eh bien, on fait comme on peut. On fait au mieux. Vous savez qu'un journal, c'est en l'occurrence tous les mois la même chose, et tous les mois quelque chose de totalement différent. Tous les mois la même chose parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on veut traiter, dont on pense qu'ils sont importants, et tous les mois quelque chose de différent parce que justement on navigue entre toutes ces choses. Vous vous doutez que quand nous faisons ça, ou que nous faisons ça, nous ne faisons pas exactement la même chose. Après, c'est la façon même dont on va prendre ce Aliments et Cancer. Pourquoi le sortons-nous à ce moment-là? Oui, parce que nous nous basons sur ce que nous jugeons être la plus grande étude internationale. Et ce n'est pas qu'on juge, c'est que c'est comme ça. 10 ans après la première, en 2008, en 2018, vous avez eu la plus grande méta-étude qui se base sur 80 000 études. Alors moi, ça me fait rire quand je reçois des lettres de lecteurs qui disent genre bullshit, très à la mode, hein, bullshit. Écoutez, moi, 80 000 études, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez dire bullshit, mais vous avez le droit, mais bon, nous, on pense autrement. Et c'est pour ça qu'on vous fait ce journal. Et on vous dit quand même que, bon, si vous buvez trop d'alcool, ça va vous faire à peu près mal à tous les organes. Par contre, si vous prenez des légumineuses, bon, alors vous allez me dire que vous le savez déjà. Bon, ben, tant mieux. Et est-ce que vous le faites? Bon. Quand on fait ça, où l'éthique peut-elle se trouver? C'est moins là-dedans que là. Parce qu'après tout, nous faisons de la prescription. Donc il faut faire ça, là aussi. Alors on n'est pas payé, hein, je veux dire, aucun institut, aucune école ne nous paye pour dire qu'ils sont les meilleurs. D'ailleurs, il n'y a aucune publicité à ce sujet. C'est bien pour ça que les journaux économiques ne le font pas, parce que ça ne rapporte rien. À la limite, ça peut même rapporter que des choses désagréables de ceux qui n'y sont pas. J'ai l'air de blaguer. Ce que je veux dire par là, c'est que comme nous sommes prescripteurs, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que cette couve? C'est pour dire, bon, vous avez une tête à peu près bien faite, soyez à double compétence. C'est ça qui peut vous servir demain. À la fois, regarder des études médicales, mais aussi
Ne négligez surtout pas le numérique, parce que là, de toute façon, il y a un besoin fantastique, big data, intelligence artificielle. Vous voulez aller vers de l'aéronautique, idem. Là, bon, on voit que déjà le profil, ça colle plus. Vous voulez faire de l'environnement, idem. Vous allez avoir à traiter des montagnes de données. Donc, et derrière, alors là, c'est parce qu'on l'a écrit spécial ingénieur. C'est vrai que la dernière fois que nous avons fait quelque chose sur les ingénieurs, il y a 1 an et demi, j'avais mis ingénieur aussi. Là, c'est spécial ingénieur, mais c'était devenir la dernière fois. C'était devenir ingénieur. Important, le signal qu'on fait aussi vers qui. Puisque, comme vous le savez, il n'y a que 15% de femmes dans le numérique. Embêtant, non? Quand justement, il faut co-construire avec l'intelligence artificielle pour que ce soit éthique. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je répondrai autant que je peux le faire à vos questions, mais vous vous doutez que modification du génome, implant dans le cerveau, comment il faut traiter Alzheimer et comment faut-il l'annoncer, quels sont les traitements et les protocoles pour le cancer, etc., etc. Si vous voulez que je vous en dise quelque chose, ben je ferai de mon mieux.